Dans 2 jours, le Gabon va commémorer en grande pompe les 10 ans de la mort d'Omar Bongo. L'homme a marqué de son empreinte l'histoire du pays. Omar Bongo, quel héritage politique pour le Gabon? C'est la question de la semaine. On en parle avec Antoine Glaser, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a eu beaucoup de réactions de nos internautes. On va commencer par la première, celle de Nelly Sidibé, qui nous écrit « Bongo a amené une certaine stabilité politique, mais les Gabonais, dans leur grande majorité, n'ont pas profité de la richesse du pays ». C'est certain qu'au moment en particulier de ce qu'on a appelé le miracle gabonais, c'est un tout petit pays, il n'y avait même pas 1 million d'habitants. Il y a eu une manne pétrolière, financière, il y avait non seulement du pétrole, mais de l'uranium, du manganèse. C'est vrai qu'autant il y a eu des grandes infrastructures, qui ont surtout profité d'ailleurs aux entreprises françaises de l'époque, Elf et ensuite Total. Mais pour les Gabonais, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu des retombées exceptionnelles dans le domaine de la santé et de l'éducation par rapport à la manne de ce pays. C'était vraiment, on disait le miracle gabonais, mais c'était un émirat. Il y a eu énormément d'argent et c'est vrai qu'au moment où il aurait fallu sans doute investir massivement dans la formation, l'éducation des Gabonais et même les infrastructures routières qui ont été à un moment donné laissées à l'abandon, en dehors de grands chantiers comme le Transgabonais, tout ce qui considérait le manganèse qui intéressait les investisseurs extérieurs, en particulier français. Bon, pour les Gabonais, on peut pas dire qu'il y a eu des retombées extraordinaires de la période d'Omar Bongo. Est-ce qu'on a en fait une idée du taux de pauvreté au Gabon par rapport aux pays voisins ? Ça reste un pays, ça veut dire effectivement par rapport aux pays voisins. D'abord, les pays voisins, c'est quand même la Guinée équatoriale, qui est un pays aussi pétrolier. Mais encore une fois, c'est des pays où il y a une rente pétrolière et minière très importante, mais la pauvreté reste extrême. Encore une fois, alors évidemment, si on compare à des pays sahéliens, on va dire que c'est toujours le PNB, ce qu'on appelle par habitant. Donc le PNB par habitant du Gabon est plus élevé que la plupart des pays africains, mais ça reflète pas réellement la réalité de la vie des gens. La vraie richesse des gens, d'un pays, c'est les gens, c'est savoir l'espérance de vie, les natalités. Et ça, franchement, on ne peut pas dire que ça soit vraiment beaucoup amélioré. Alors, on va passer à la deuxième réaction, celle d'Yves Déco de Kinshasa. Il nous écrit « C'est une dictature familiale, une famille qui s'accapare la richesse de tout un peuple ». Alors, ce qui est vrai, c'est que après Omar Bongo, c'est son fils Ali Bongo qui lui a succédé. C'est vrai que c'était pas comme le père. Le père, c'est vraiment, il avait une façon de redistribuer, mais uniquement dans la classe politique. Il y avait une sorte de cooptation, un certain nombre d'élites au pouvoir, à travers le Parti démocratique gabonais en particulier. Avec le fils Ali Bongo, c'est une no-mode de gestion. C'est plutôt le bâton que la carotte, comme du temps du père. Mais c'est vraiment, on dit c'est une dynastie, parce que c'est vrai que c'est quand même la famille Bongo. Le Gabon, c'est Bongo, et Bongo, c'est le Gabon, pendant quand même des décennies, avec un système où l'ensemble des entreprises privées sont quand même plutôt à travers des holdings aux mains de la famille. Et encore une fois, il gérait le pays comme si c'était son pays. Alors, comme si c'était sa propre famille, en fait. Autre réaction justement à cet héritage, celle de Chancel qui nous écrit « L'héritage d'Omar Bongo se résume dans la création, le renforcement, la consolidation et la pérennisation de la France-Afrique ». Il nous cite Omar Bongo qui aurait déclaré « La France sans le Gabon est semblable à une voiture sans carburant et le Gabon sans la France est comme une voiture sans chauffeur ». Alors, ce qui est vrai, c'est que le Gabon, vous aviez la Côte d'Ivoire qui était un peu avec la tête pensante de la France-Afrique, le président Houphouët-Boigny. Et c'est vrai que le Gabon a pendant été, toute la période de la guerre froide de 60 à 90, a vraiment été au cœur de ce qu'on appelle la France-Afrique, toutes les opérations secrètes. Aujourd'hui, elle existe encore alors non, c'est-à-dire que maintenant, finalement, le fils, à mon avis, est beaucoup plus en rupture par rapport au réseau français que le père. Je veux dire, Ali Bongo, c'est une autorité publique, il a plutôt sa résidence à Londres qu'à Paris. Ses amis sont plutôt le roi du Maroc que dans les réseaux français. Les réseaux français sont toujours plutôt méfiés de Ali Bongo, et Ali Bongo était un peu en marge. Finalement, c'était sa sœur, Pascaline Bongo, qui était directrice du cabinet, qui était au centre du dispositif avec le père. Ali était un peu en rupture avec, en tout cas, sa sœur et le père. Alors, il a le nom, etc., mais une mode de gestion
élections. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est vrai que même s'il avait le nom de son père, on a pensé qu'il y avait une rupture qui allait moderniser le pays, ce qui a été vrai les premières années, en particulier pour la transformation du bois. Il y avait un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et je veux dire, ça reste quand même le fils de son père, mais avec un mode de gestion très différent de celle d'Omar Bongo. Mais Omar Bongo, c'était une période historique donnée. C'était la période de la France-Afrique triomphante, où les Français contrôlaient le marché à 60%. On est dans une période où l'Afrique se mondialise. Et tous les chefs d'État, comme Ali Bongo comme les autres, maintenant, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a le monde entier qui vient en Afrique. Et donc, c'est une période de rupture par rapport à la France, mais pas par rapport à la gestion du pays. Autre réaction, celle de Moïse Bobongo. Existe-t-il encore aujourd'hui une opposition crédible et forte au Gabon qui peut entamer une course au pouvoir, une course au pouvoir contre la mouvance bongoïte? Alors moi, c'est pas moi le petit blanc des bords de Seine qui veut dire ce qu'il faut faire à l'opposition gabonaise. Il y a eu quand même, ils ont tous voté massivement quand même pour Jean Ping en 2016. C'est vrai qu'une opposition, ça se construit pas au moment des élections, ça se construit sur le long terme. C'est très difficile quand vous êtes à Paris et que vous avez aussi un confort au niveau de l'opposition, des contre-pouvoirs et autres. Je veux dire, quand il n'y a pas d'argent, c'est très difficile. Je veux dire, pour moi, la démocratie, c'est quand même avant tout la presse, des contre-pouvoirs. C'est pas simplement au moment des élections. Et c'est très difficile à construire sans argent. Alors justement, là, vous évoquez Jean Ping. Est-ce qu'il est encore une figure crédible pour l'opposition gabonaise aujourd'hui? En tout cas, encore une fois, c'est pas moi sur les bords de Seine qui veut dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'élection de 2016, c'est pas moi qui vais dire faire le film, mais il y a une mission quand même de l'Union européenne qui a dit qu'il y a eu des graves anomalies, en particulier dans la région du Haut-Ogooué, où les gens ont massivement voté à 99%, et ils ont dit que voilà, il y a eu des anomalies et que l'élection a été entachée de ces anomalies. Donc ils n'ont pas reconnu l'élection d'Ali Bongo. Alors aujourd'hui, donc Frédéric Bassala, un proche de Jean Ping, a été libéré. Il avait été incarcéré en septembre 2017 pour provocation directe à l'attroupement. Est-ce que sa libération, c'est un signe d'apaisement? Bon, en tout cas, c'est vrai que dans une période un peu compliquée pour le pouvoir au Gabon, puisque le président Ali Bongo a eu se remet d'un AVC, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des tas de tensions au sein même, au cœur même du pouvoir. Et sans doute que cette manifestation, au moment finalement de l'anniversaire du père, c'est aussi voilà, de dire que c'est un régime qui n'est pas aussi dur qu'on le dit. On libère un certain nombre de détenus politiques, parce qu'en 2016, il y a eu quand même eu une attaque militaire sur le quartier général de Jean Ping. C'était extrêmement violent. Alors justement, on va passer à une autre question, celle de Mohamed Freeman. Le coup d'État manqué est un excellent indicateur que le système tient bon. Pas vraiment, parce que ce coup d'État, qui était un coup d'État, on appelait ça un coup d'État, mais autant les jeunes militaires qu'on a vu apparaître à la télévision, je pense, étaient sincères. Autant on voit bien quand on enquête un peu, qu'il y a quand même une instrumentalisation d'un certain nombre de clans au sein du pouvoir à un moment donné, et je pense que ces jeunes militaires ont dû être à un certain moment donné instrumentalisés. Mais j'ai pas enquêté moi-même sur cette affaire. C'est vraiment là, c'est assez subjectif. Mais on voit bien que ce n'était pas un vrai coup d'État. Alors, nouvelle réaction, celle d'Evans. L'héritage pour le Gabon est celui de l'augmentation du fort taux de corruption, de chômage. On assiste à un climat des dettes. Pour le chômage. Du coup, si on part par exemple sur le chômage qui touche notamment les jeunes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je veux dire, c'est le principal problème du Gabon comme des autres pays. C'est absolument anormal qu'un pays aussi riche, que je veux dire, qu'il y ait énormément de chômage. Enfin, encore une fois, je veux dire, quand vous voyez le pays, le Nigeria, il y a 190 millions d'habitants, donc il peut y avoir des taux de chômage importants. Mais dans un pays comme le Gabon, où il y a un 3, un 4, mais il faut voir aussi s'il y a les étrangers, les vrais Gabonais et autres, c'est pas normal que ce pays, avec les richesses dont il bénéficie, richesses, c'est vraiment incroyable, un pays béni comme ça, qui ait autant de chômage parmi les jeunes. Et qu'est-ce qui différencie, du coup, d'un point de vue économique, le père et le fils? C'est vrai que le fils, en arrivant au pouvoir, autant le père, franchement, c'est une période historique donnée, c'était le pays, on l'appelait PUM, pétrole, uranium, manganèse, c'était l'époque de la cueillette, il n'y avait pas grand-chose à faire, l'argent coulait. Tandis que maintenant, c'est vrai qu'avec Ali Bongo, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu une volonté de moderniser le pays.
pays. Il y a une volonté de transformer les produits, de rendre justement. Ça a été pendant un certain temps une volonté de diversifier aussi les partenaires. Et bon, on voit bien on sent bien qu'au fil des ans, ça s'est essoufflé et la gouvernance a été, c'est plus de la gouvernance, c'était pas ce qui a été raconté dans les discours électoraux, ça s'est essoufflé et maintenant le pays connaît des difficultés réelles. Alors, pour le 8 juin et la commémoration donc, des 10 ans de la mort d'Omar Bongo, plusieurs chefs d'État sont attendus, plusieurs chefs d'État africains. Pourquoi la figure d'Omar Bongo était si marquante ? Parce qu'encore une fois, d'abord, en restant 40 ans au pouvoir, mais c'était vraiment le doyen. C'est encore une fois, le président Houphouët-Boigny, c'était un peu la tête. Et tout le dispositif logistique de ce qu'on appelait la France-Afrique, qui est un système intégré politique, militaire, financier, c'était vraiment à partir du Gabon où tout se faisait jusqu'en Afrique du Sud, tous les pays voisins. Il gérait toutes les médiations dans la région, en Centrafrique, au Congo-Brazza et autres. Et c'était une sorte de doyen. Quand il y avait des problèmes africains, il gérait l'Afrique de jour avec ses amis français, des services secrets en particulier. Il gérait l'Afrique de nuit avec justement un certain nombre d'Africains de la région, très souvent sur une base ethnique parce qu'il était très sensible. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit « Mais moi, je suis pas... Pourquoi vous dites dans l'aide du continent que je suis pas au Bamba? Moi, je suis au Bamba, je suis pas simplement Téké. » Donc, il gérait l'Afrique de nuit et tous ces problèmes de la région avec beaucoup d'argent et sur une base très ethnique. Antoine Glaser, merci d'être venu. Merci de votre éclairage sur ces C'est moi qui vous remercie.